Est-ce que tu donnes des avis sincères quand il y a une sponsorisation? Quels sont tes revenus globaux une fois toutes les charges déduites? Quel est ton salaire? Comment es-tu perçu par la communauté de youtubeurs hors booktube? Peux-tu nous donner des indices sur ton projet secret? Que penses-tu des lectures qui sont en tendance sur booktube, bookstagram? Valent-elles le coup? Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une foire aux questions. Ça fait genre 1000 ans que j'ai pas fait de foire aux questions. Bon, j'abuse peut-être pas 1000 ans. Mais je me suis dit que ce serait chouette de répondre à vos questions pour voir un petit peu l'évolution qu'il peut y avoir, notamment dans le cadre de mon travail, de mes lectures, de mes habitudes de lectrice, les questions un petit peu plus perso aussi. Il y a une 60aine de questions, donc j'espère réussir à être efficace. Mais vous me connaissez, je suis bien trop bavarde pour que ça puisse durer 20 minutes. Mais bon, on va miser sur 30 minutes. Allez, on croise les doigts. On va commencer par toute la partie qui concerne le travail. Ensuite, on parlera lecture et on finira par les petites questions perso, si ça vous convient comme ça. De toute façon, que ça vous convienne ou pas, c'est ma vidéo. Donc voilà, vous n'avez pas le choix en fait. Nous commençons donc avec les questions sur mon travail. Je vous rappelle d'ailleurs juste que je suis du coup influenceuse littéraire à temps plein, créatrice de contenu, youtubeuse, instagrammeuse, bref, ce que vous voulez, mais que c'est mon métier. Il y a encore des gens des fois qui me posent la question en mode mais c'est quoi ton vrai métier du coup? Bah du coup c'est ça mon vrai métier. Première question, si tu devais décrire tes débuts sur Instagram, YouTube en quelques mots. Écoutez, mes débuts sur Instagram et YouTube ça date d'il y a 10 ans maintenant et donc en quelques mots bah j'étais vraiment une jeune passionnée de lecture qui n'avait aucune idée que ça prendrait ces proportions là au moment où elle s'est lancée et pour tout vous dire au tout début bah c'était évidemment bien moins comment dire, bien moins de succès en fait puisque quand j'ai commencé bah, j'avais très peu d'abonnés et pendant assez longtemps j'ai eu très peu d'abonnés et c'est normal aussi en fait. Il faut prendre le temps que ça s'installe, prendre le temps de faire des contenus, de varier les contenus, de trouver ses habitudes et tout ça, sa routine. Mais dès le début j'ai adoré le côté échange justement, de rencontrer d'autres lecteurs et lectrices sur les réseaux sociaux et de discuter avec eux et tout ça. Dès le début ça m'a tout de suite plu. Ensuite, qu'est-ce que je préfère dans ce que je fais? Ce que je préfère dans mon métier du coup, bah en vrai c'est vraiment l'échange que ça va susciter. Donc du coup j'adore ce que je préfère. Bon, j'adore lire, vous le savez. Mais ce que j'adore, c'est créer des contenus un peu créatifs. Ce que j'aime beaucoup, c'est me dire que la lecture me permet, voilà, de créer des contenus, des photos, des vidéos qui sont créatives et qui, du coup, bah, changent un petit peu de la simple chronique que je peux poster parfois aussi, bien sûr. Hein. Mais ce que je préfère faire, je pense, c'est ce côté un peu créatif. Comment est-ce que tu gères vie pro, vie personnelle? Donc j'imagine la distinction entre les deux. Il faut savoir que moi du coup dans mon travail, je pense que vous l'avez remarqué, mais je suis très carrée. C'est-à-dire que je fais vraiment des horaires de travail et que bah par exemple même si parfois je vais travailler beaucoup plus, donc des fois je vais faire genre 8h, 19h, donc c'est un petit peu beaucoup. Mais ce que je fais vraiment c'est qu'à partir de 19h je coupe tout. Donc en fait l'avantage c'est que ça me permet vraiment d'avoir une vie perso à côté. Et pareil pour les week-ends, bah très souvent sur les réseaux sociaux vous ne me voyez pas les week-ends. C'est d'ailleurs pour ça que mes vidéos YouTube maintenant je les publie tous les vendredis à 18h. Comme ça je peux partager sur Insta la petite story en mode la vidéo est en ligne, mais hop après je suis en week-end et si j'ai envie de ne rien poster pendant 48 heures et ben je le fais et très souvent c'est le cas. Et vous savez que souvent je fais même pas exprès, c'est vraiment je pense que mon corps a besoin de cette déconnexion et du coup bah juste le week-end j'y pense presque pas. Des fois je vais checker les stats de mes vidéos ou quoi, mais des fois pas du tout. Des fois je suis très loin de tout ça et hop le lundi on reprend et en fait je trouve ça assez bien comme équilibre. C'est difficile et des fois il y a encore des petites limites que je ne me mets pas, mais je pense que je commence à trouver un bon équilibre quand même. Apprécies-tu de travailler au quotidien chez toi? Alors oui et non. C'est-à-dire que oui j'adore parce que bah, je fais mes horaires, je vis ma meilleure vie en fait en soi. Hein. C'est-à-dire que si j'ai envie de me lever plus tard je peux, si j'ai envie de manger, enfin je peux me cuisiner des bons petits plats ou pas, je peux regarder des vidéos YouTube chillax le midi. Franchement il y a plein d'avantages au fait de travailler de chez moi, mais plein de désavantages aussi. Par exemple bah on va vite être distrait par des choses qu'on a à faire dans notre quotidien plus perso, genre ranger tel truc, faire telle machine, passer l'aspirateur, nettoyer machin, parce que bah, je vais dans ma salle de bain faire pipi et d'un coup je me dis ah mais oui il faudrait que je fasse ça et que je nettoie le lavabo et machin. Et ça quand vous êtes au travail ça ne peut pas arriver, vous ne pouvez pas vous dire oh là là mais oui il faut que je nettoie et que je fasse ça et tout. Donc en fait ça c'est la différence, c'est que du coup on peut très vite être distrait, perdre du temps sur des choses inutiles et tout. En même temps être seul chez soi permet des fois d'être très concentré sur nos tâches, alors que quand on a des collègues qui viennent nous interrompre toutes les 5 minutes parce qu'ils veulent discuter, raconter un truc, bah
En fait faut trouver encore une fois les avantages et les inconvénients, il y a les deux et moi ce que j'aime faire aussi parfois c'est aller travailler chez des copines, donc du coup il y a le désavantage entre guillemets de parler et d'être moins concentré tout au long de la journée, mais il y a l'avantage d'être avec quelqu'un et que ce soit humain. Et parfois je vais travailler dans des cafés, donc là il y a plutôt que des avantages à part le fait que je dois payer une consommation, mais sinon l'avantage c'est que bah, j'ai rien qui me distrait. Si je suis toute seule vraiment je bosse comme si j'étais chez moi mais en étant d'autant plus focus. Mais je pense que vous vous en doutez, avec mon travail c'est quand même bien des fois d'être chez moi pour pouvoir créer des contenus puisque bah, les livres sont chez moi, mon matériel vidéo est chez moi, tout est là en fait, donc c'est un peu compliqué d'être ailleurs. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans ta vie pour ton contenu sur les réseaux et sur YouTube? Je pense que vous parlez de trouver des idées ou quoi. Alors récemment je me suis un peu mise quand même à Pinterest pour un peu avoir des idées parfois de photos Instagram et tout, de qu'est-ce qui rend bien, qui va bien ensemble et tout, et Pinterest pour ça c'est parfait. Après bien évidemment je pense qu'on s'inspire les uns des autres aussi entre créateurs et créatrices, hein. Moi pour le coup je suis là depuis bientôt 11 ans, donc autant vous dire qu'en 11 ans évidemment que des gens se sont inspirés de ce que j'ai pu faire et que moi je me suis aussi inspirée de ce que d'autres ont pu faire. Pour moi il n'y a pas de plagiat parce qu'il y a plein de concepts qui existent depuis la nuit des temps en fait. Enfin je veux dire, il y a des trucs, il y a des gens ils pensent qu'ils les ont inventés alors qu'en fait il y a 8 ans on le faisait déjà, juste on a arrêté de le faire entre temps et maintenant on le refait. Voilà, c'est vraiment un cycle qui se répète. Mais après pour le coup niveau idée et tout ça va vraiment être très waouh chez moi. C'est-à-dire que des fois je suis en train de faire un truc et d'un coup je me dis oh, j'ai une super idée de ci, de ça, de ça. Donc du coup bah je note, je m'envoie des mails à moi-même pour avoir les idées quand c'est le week-end par exemple et que j'ai pas envie de sortir mes carnets tout ça. Mais j'avoue que j'ai pas ouais, l'inspiration précise, elle vient vraiment du quotidien, de ce que je vais regarder, des films, des vidéos YouTube que je regarde qui sont hors rapport avec le livre par exemple, de mes lectures aussi hein, pourquoi pas, de ce que je vis au quotidien, donc l'inspiration elle est un peu partout. Quel est ton logiciel de montage? Alors moi perso je monte avec Filmora, mais c'est ma petite sœur qui monte majoritairement mes vidéos, c'est Inès, coucou Inès qui monte cette vidéo. Et Inès utilise Adobe Premiere Pro qui est un bon logiciel de montage quand même, hein. Un peu la base. Combien de temps tu as mis avant de percer autant? Bah alors déjà je ne pense enfin non, j'allais dire je perce pas de ouf, mais si bien sûr à l'échelle du livre je me rends bien compte de ma place etc, et je suis hyper heureuse et merci à vous parce que c'est grâce à vous que j'en suis là et tout, mais je suis hyper chanceuse d'avoir cette place là dans le monde du livre et ça me fait très plaisir d'avoir la chance d'être beaucoup suivie, mais ça ne s'est pas fait en un jour et pour le coup bah comme je vous le dis ça fait bientôt 11 ans que je suis sur YouTube, sur les réseaux sociaux et tout, donc voilà c'est la preuve qu'il faut persévérer, que c'est beaucoup de volonté. Il y en a qui arrivent et qui en 2 ans ont le même succès que moi bien sûr et j'en suis très heureuse pour eux. Moi pour le coup ça a été un long chemin, mais en même temps là où je suis hyper contente de ce long chemin c'est qu'il y en a qui sont là depuis presque le début et que du coup j'ai l'impression que vous et moi bah on a grandi ensemble et ça pour le coup c'est cette longévité qui fait qu'on peut vivre un peu ce lien particulier, donc j'en suis très contente. Mais il n'y a pas eu de succès immédiat en fait, ça a vraiment été petit à petit, donc là pour le coup c'est la persévérance, la volonté, la régularité et le fait bah aussi d'être créative. J'espère que je suis un peu créative. Est-ce que tu ne trouves pas ton activité professionnelle lassante? Bah en vrai pas du tout, c'est chronophage par contre. Pour le coup des fois je vais passer beaucoup de temps sur un contenu et de se dire qu'une fois qu'il est posté bon bah il a genre 3 jours de vie et après basta. Des fois c'est un peu triste, c'est pour ça que j'aime beaucoup YouTube en vérité, parce que je trouve que tous les autres réseaux sociaux ont ce côté extrêmement éphémère, là où sur YouTube techniquement si vous avez envie de regarder mes vieilles vidéos ça va être facile d'aller les voir, alors que si vous voulez chercher un vieux TikTok ou une vieille photo Instagram et bah bon courage parce qu'il y a du contenu. Donc c'est vrai que c'est pas lassant mais c'est chronophage je dirais, mais je me suis jamais lassée parce qu'il y a toujours des nouveaux livres, toujours des nouvelles choses à dire, des nouvelles choses à faire, et puis bah c'est comme pour tous les métiers je pense, hein, il y a des choses qui sont un peu redondantes et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus enthousiasmantes je pense. On va parler argent un petit peu, collaboration rémunérée, c'est vraiment un sujet qui vous intéresse et moi j'ai des choses à dire parce que dans vos questions je trouve que bah, c'est hyper intéressant ce que vous me posez comme question. Déjà quand as-tu eu ta première collaboration rémunérée? Alors je sais que j'étais dans mon premier appart à Montpellier, donc ça veut dire que c'était en 2015-2016, donc il y a bientôt 8 ans, et j'ai super honte de ma première collaboration rémunérée, je tiens à vous le dire, parce que c'était Audible, donc Amazon, et pour le coup Amazon Burk, genre je ne soutiens absolument pas Amazon pour quelque achat que ce soit, et encore moins les livres. N'achetez pas vos livres sur Amazon s'il vous plaît. Si vous me suivez vous savez à quel point je défends les librairies indépendantes, donc au moins achetez en lieu physique quoi, mais vraiment Amazon non. Donc ma première collaboration rémunérée était avec bah, une filiale d'Amazon, clairement Audible c'est clairement Amazon, donc ouais j'ai un petit peu honte, mais pour le coup j'ai des petites anecdotes, c'était drôle parce qu'à l'époque bah en fait j'avais pas du tout de statut d'auto-entrepreneur, je savais pas comment ça marchait, donc je sais plus trop comment c'était débrouillé, mais c'était un peu une magouille. Alors ne vous inquiétez pas, hein, je n'ai pas détourné des quantités d'argent astronomiques. Mais pour le
le coup c'était peut-être pas réglo à l'époque. On s'en fiche, c'était en 2016 et en vrai si, je crois que j'avais déclaré mais je sais pas comment j'avais fait, enfin bref, j'en suis pas fière. Comment as-tu fait pour tarifer tes services au début? Est-ce que ce sont les partenaires qui proposent? Alors c'est vrai que pour le coup, donner des tarifs, savoir combien on vaut, combien vaut un post Instagram, une vidéo YouTube, c'est pas facile et en l'occurrence ce qu'on faisait beaucoup à l'époque et ce qu'on fait toujours maintenant, c'est que on était quand même un petit noyau de booktubeuses, booktubeurs à parler entre nous et du coup on se donnait nos tarifs en fait, on échangeait beaucoup et en fait c'est ce qui permet de créer une sorte de marché qui fait que y a des tarifs qui sont ceux de tout le monde. Alors sur internet vous pouvez trouver des tarifs par les agences qui publient des fois des petits tableaux en mode multiplier votre nombre de vues et ça fera tel tarif ou entre temps et temps de vues c'est tel tarif, bref. Mais je pense que ça peut être vraiment propre à chacun et chacune. Pour le coup moi je le sais, j'ai plein de copines du coup qui on se partage nos tarifs et on n'a pas forcément les mêmes tarifs mais on essaye quand même justement de motiver les unes et les autres à augmenter quand on sent que c'est trop bas par exemple. Alors quand c'est trop haut, on va peut-être juste le dire mais la personne elle est libre de baisser ou pas ses tarifs après hein, genre vraiment. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des hauts tarifs et moins de collabs ou des tarifs plus bas et plein de collabs? En fait c'est un équilibre à trouver je pense. Mais du coup ouais ça passe vraiment par la discussion mais sinon vous pouvez chercher sur internet aussi. Pour le coup moi maintenant je suis pas la bonne personne à qui demander ces tarifs puisque si vous avez genre 20 000 abonnés, si je vous donne mes tarifs ça va pas trop vous aiguiller. Donc faut pas hésiter à aller vers d'autres personnes qui ont les mêmes un peu taux nombre d'abonnés, taux d'engagement que vous et comme ça vous pouvez un peu vous aligner et vous entraider parce que c'est hyper important l'entraide surtout dans ces cas là où voilà c'est un métier quoi mais qui est un peu nouveau. Maintenant ça va, c'est de moins en moins nouveau mais quand même il y a encore des trucs un peu flous. Est-ce que tu donnes des avis sincères quand il y a une sponsorisation? Oui bien évidemment, pour le coup ça a pu arriver que j'aime un livre mais que ce soit pas non plus formidable et que j'en fasse quand même la chronique et que ce soit complètement mon avis sincère. J'ai jamais menti quand j'ai lu un livre et que j'ai été payée pour en faire une chronique ou un concours ou que sais-je, un contenu quoi. Par contre pour le coup je me dis est-ce que dans l'inconscient il n'y a pas des choses qui font que un livre, si je sais que c'est une collab rémunérée, est-ce que inconsciemment de toute façon je ne vais pas un peu plus lui trouver des excuses qu'un autre livre? Je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas et ça pour le coup personne pourra le savoir mais j'ai quand même je pense la présence d'esprit de me questionner et de me dire que peut-être ça induit, ça influence, je sais pas. Je me demande si vous pensez que à ma place est-ce que vous pensez que ça vous influencerait ou pas le fait d'être rémunéré. Mais après pour le coup voilà ça m'a jamais empêché de dire à la maison d'édition écoutez j'ai bof aimé quoi donc qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on maintient, est-ce que vous m'autorisez à dire que j'ai bof aimé. Donc voilà souvent ça se passe comme ça dans ces cas là. Est-ce que tu refuses beaucoup de collaborations? Pour le coup oui j'en refuse pas mal, même beaucoup oui en vrai c'est le mot parce que très souvent quand on me propose une collaboration qui n'est pas en lien avec mes goûts je refuse. Quand j'ai pas le temps, quand mon planning est complet, quand la rémunération est pas adéquate aussi donc du coup j'en refuse oui beaucoup en vrai et je renvoie aussi des fois vers mes amis parce que quand c'est pas mon style ou que mon planning à moi est complet du coup je renvoie vers des copines influenceuses aussi comme ça elles peuvent profiter d'une collab à laquelle moi je dis non mais comme ça je me dis ça leur fait une collab potentielle et je sais qu'on se fait tout ça entre nous en général donc du coup encore une fois l'entraide vous voyez important. Est-ce que tu peux lire un livre et parler d'un livre qui vient de sortir et qui n'est pas sponsorisé? Oui bien sûr en fait tout ce que vous voyez dans mes vidéos il y a quand même beaucoup de livres qui ne sont pas des collaborations rémunérées pour le coup il y a un équilibre à avoir. Parfois c'est plus compliqué que d'autres fois selon mon rythme de vie donc mon rythme de lecture. Par exemple ce début d'année je trouve que j'ai pas un rythme de lecture tip top donc évidemment un peu plus compliqué mais franchement souvent quand je vous fais des piles à lire de saison par exemple il y a aucun livre qui est rémunéré dans le lot et ça m'empêche pas de tout faire pour les lire. Là bientôt il y aura mon challenge petit mois petite lecture et pareil c'est que des livres où il y a aucune rémunération et pourtant j'ai très envie de les lire en février. Enfin ça vraiment ça ne change absolument rien, juste quand je suis rémunérée il y a une date et des exigences mais sinon je lis aussi plein de livres où je suis pas rémunérée et des fois c'est quand même des SP que j'ai reçus gratuitement mais ça change vraiment rien à mon avis ou à mon rythme puisque là dans cette bibliothèque là je peux vous dire qu'il y a un nombre de SP très grand et qu'ils sont là depuis parfois très longtemps. Oups. Et bien évidemment la question que vous vous posez à chaque fois, quels sont tes revenus globaux une fois toutes les charges déduites, quel est ton salaire? J'avoue que je ne sais pas si je vais répondre à cette question dans cette vidéo parce que j'y ai déjà répondu par le passé et bien sûr personne ne m'a jamais jugé sur mon salaire ou quoi, mais je sais pas, je trouve toujours ça un petit peu intimidant. Je me dis est-ce qu'on demande est-ce que quand vous rencontrez des gens vous leur demandez leur salaire? Non. Après évidemment on va dire qu'il y a une globalité donc moi je peux peut-être vous donner des fourchettes, c'est à dire que je peux vous dire que sur les 2 dernières années mon salaire il était compris
entre, on va dire, 3000 et 8000 euros net par mois. On va dire ça en large. Je peux pas vous donner un chiffre hyper précis puisque ça change tout le temps et que pour le coup, je vous dis ça, oui ça change tout le temps. Je peux vous dire telle année j'ai gagné tant par mois en faisant une moyenne. Mais il y a vraiment des mois où je vais gagner 3000 euros sur tel mois et le mois d'après je vais gagner 15 000 euros. Et là je suis vraiment hyper franche avec vous, hein, donc du coup voilà. Ça me gêne beaucoup parce que des fois je me dis que en fait j'ai toujours l'impression de gagner trop d'argent, mais en même temps, bah en fait je fais tout pour aussi, enfin je travaille pour, et en même temps c'est les prix, je peux pas me brader trop parce que sinon bah je travaillerais beaucoup pour gagner pas assez alors que la personne d'à côté de moi travaillerait tout autant et gagnerait 10 fois plus. Mais c'est vrai que c'est toujours délicat parce que je pense que j'ai toujours une sorte de culpabilité à me dire il y a d'autres métiers où ils gagnent moins alors qu'ils font évidemment la même quantité de travail que moi, et j'ai un peu du mal avec ça, même si bah c'est comme ça quoi. Et pour le coup maintenant je suis vraiment devenue une micro-entreprise, d'ailleurs je vais vraiment devenir une entreprise puisque le souffle des mots va passer en entreprise, et du coup bah c'était déjà le cas hein, mais je rémunère ma soeur pour les montages vidéo, je rémunère Mathilde pour le côté relation avec les bibliothèques, salons du livre, etc. Donc oui je gagne beaucoup d'argent, mais ça me permet aussi de payer des personnes et de mettre de côté pour des projets plus perso ou des projets pro d'ailleurs aussi hein. Vous n'en savez rien. Mais du coup voilà pour the question que vous pouviez vous poser. J'ai pas de réponse précise à vous donner, mais je pense que j'ai quand même été assez honnête, on va dire. Pourrais-tu nous parler davantage du côté administratif du travail freelance? Écoutez, franchement, dans les vlogs que je vous fais parfois, je trouve que je suis quand même assez dans le détail de tout le côté administratif, c'est-à-dire la compta, les factures. En vrai, l'administratif n'est pas trop infernal, en tout cas pour l'instant, parce que je vais passer en entreprise et ça me fait peur. Mais par contre, ça va vraiment être les mails qui peuvent prendre beaucoup de temps et toute l'organisation en fait, puisque comme je suis toute seule sur cette partie-là, des collaborations avec les maisons d'édition, c'est là que ça peut être un peu compliqué à gérer. Mais en soi vraiment si vous regardez mes vlogs que je publie sur YouTube, en général je suis quand même hyper dans le détail. D'ailleurs j'avais fait une vidéo entière sur mes collaborations rémunérées, je vous mets la miniature et n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et pour le coup même si elle date un petit peu, elle est toujours d'actualité dans l'organisation générale. Quelle est la chose que j'aime le moins dans le fait de travailler sur les réseaux sociaux et donc que mon travail en dépende et tout? Vraiment les algorithmes, les statistiques, je pense que c'est un peu le pire parce qu'on a tendance à se comparer aux autres, à se dire oh, mais moi ça marche moins que telle personne, ça y est je suis finito, c'est fini, j'ai plus de travail. Et en fait c'est vraiment un gros stress les statistiques et le fait que bah on dépende de chiffres et d'algorithmes. Pour le coup c'est difficile hein, parce que moi sur Instagram bah j'ai parfois, franchement là actuellement j'ai les mêmes statistiques sur mes photos et mes vidéos que j'avais il y a 4 ans. C'est un peu dur des fois à vivre. Et vraiment l'algorithme il fait comme ça sur Instagram. Donc des fois votre story elle va être vue, genre pour le coup mes stories elles sont en moyenne vues 8000, 9000 fois. Des fois elles vont être vues 18 000 fois. Et des fois 6000 fois. Et autant vous dire que la différence elle est énorme, on est sur x3. Et quand je suis sur une journée où je fais une collab avec une maison d'édition, bah c'est hyper délicat d'avoir un ratio qui est 3 fois moins élevé qu'à d'autres jours. Donc c'est un petit peu complexe, un petit peu chiant. Et vraiment ouais pour moi les algorithmes c'est vraiment le truc le plus compliqué parce que psychologiquement ça nous atteint forcément, surtout quand ça devient notre métier en fait et que du coup bah ça a un lien direct avec notre rémunération, notre travail, le temps qu'on va y passer et les résultats qui suivent parfois pas alors qu'on n'a rien fait pour que ça ne suive pas. Et ça c'est hyper frustrant. Ensuite, qu'est-ce que pensent mes proches de ma vie d'influenceuse littéraire? Est-ce qu'il y a eu des doutes, des questionnements? Pour le coup, quand je me suis lancée, j'avais déjà une bonne base et ça faisait déjà un moment moi que j'étais sur les réseaux et tout. Donc personne n'a émis trop de doutes ou d'inquiétudes. Tout le monde m'a toujours beaucoup soutenue. J'ai vraiment beaucoup de chance sur ce point-là je pense. Est-ce qu'il y aura d'autres vidéos 24 heures dans la vie d'une autrice? J'achète des livres en librairie? Oui bien sûr, ce sont des vidéos que je compte continuer à faire. Juste il faut que je sois dans des périodes un petit peu plus douces. Là en ce moment c'est très intense, vous verrez dans les parties suivantes, je vais un peu vous en parler mais je peux pas trop en dire, mais bref. Mais du coup pour le coup là c'est pas les périodes pour que je fasse des gros tournages, mais dès que je pourrai je vais en refaire parce que j'adore les gros tournages comme ça et en plus vous aimez beaucoup ces vidéos donc trop bien. Pourquoi est-ce que je ne vois plus tes posts Insta dans mon fil d'actualité? On en parlait juste avant, l'algorithme. Donc vraiment si vous avez envie de ne jamais rater une vidéo YouTube, un post Insta ou autre, bah il faut activer les cloches, les notifications. En vrai je trouve ça chiant, enfin je comprends que vous en ayez pas envie, je vous force pas, mais c'est hyper frustrant parce qu'en effet des fois bah vous voyez juste plus rien dans votre fil d'actualité. Mais moi mon propre fil d'actualité c'est presque que des recommandations d'autres comptes, alors qu'en fait mais je suis déjà abonnée à plein de gens, j'ai pas besoin d'autres comptes moi, ça m'énerve. Comment es-tu perçue par la communauté de youtubeurs hors booktube? Hyper intéressant comme question parce que booktube en effet c'est vraiment une niche des youtubeurs et pour le coup on n'est pas beaucoup considéré. C'est à dire que les gros youtubeurs ils s'en battent les reins en fait un peu hein, des petits youtubeurs qui parlent de livres sur les réseaux sociaux. En tout cas c'est le sentiment que j'ai. C'est à dire que les fois où j'ai pu rencontrer des gros youtubeurs et que j'ai pu leur en parler, bah en fait ils vont te dire ah oui t'es sur booktube et tout, mais ils vont pas du tout chercher à aller plus loin parce que je pense que bah ils te voient juste comme quelqu'un qui est potentiellement juste fan et voilà. Après je comprends tout à fait hein, quand on fait des nouvelles rencontres
compte, bah on n'a pas forcément envie d'ajouter 20 000 personnes à nos vies. Mais pour le coup, je trouve que ouais, la sphère booktube est pas hyper... elle est de plus en plus intégrée, mais pas tant que ça je trouve. On est quand même un peu en marge encore. Et j'avoue que je trouve ça dommage parce que c'est quand même la culture et c'est un domaine qui est, je pense, important et intéressant, surtout que c'est des personnes qui sont suivies par beaucoup de jeunes et que bah je trouve qu'on pourrait croiser nos contenus, ça pourrait être chouette, mais pour l'instant ça se fait pas trop, j'avoue. Aimerais-tu faire un podcast? Non, je vous avoue que je vais laisser ça aux professionnels. C'est un truc auquel j'ai pensé. Je me suis dit, est-ce que je mettrais pas mes vidéos, juste mes vidéos en format podcast niveau... bah vous voyez rien que ma FAQ là, si je vous la mettais en podcast, ça permettrait à certains et certaines de l'écouter plutôt que de la regarder. Mais en fait ça serait la seule utilité que je trouverais au podcast, parce que pour le coup, pour le reste, je me vois pas m'investir dans un nouveau projet aussi gros en fait. Il y a déjà plein de podcasts littéraires très chouettes, donc n'hésitez pas. Par exemple, La Bouquinade, Emma, elle a un podcast trop chouette. Donc vraiment, il y en a plein qui existent, donc n'hésitez pas à aller les écouter si ça vous tente. Est-ce que ton temps d'écran te préoccupe? Le trouves-tu raisonnable par rapport à ton métier? Mon temps d'écran me préoccupe. Bah en fait, au niveau semaine, oui et non, parce que de toute façon que je sois sur mon téléphone ou sur mon ordi, qu'est-ce que ça change? Par contre quand je suis en vacances en week-end, là ça peut me préoccuper, mais pour le coup c'est drastiquement moins élevé le week-end, puisque bah comme je vous l'ai dit, mon téléphone il représente beaucoup mon travail, donc j'ai tendance à beaucoup m'en éloigner dès que je suis plus dans un mood travail, ce qui fait que je suis pas tant que ça sur mon téléphone dès que je mets le travail de côté. Ça c'est cool. As-tu des conseils pour déconnecter des réseaux comme tu le fais quand tu es en vacances? Bah clairement, vous pouvez supprimer les applications, mettre des temps limites de temps d'écran, tout ça sur votre téléphone. Mais moi je trouve pas ça si compliqué que ça, parce que vraiment juste je l'éloigne de moi. Je me dis ok, j'ai pas envie d'aller sur Insta, j'ai pas envie de scroller des heures sur TikTok. Donc vraiment juste j'éloigne mon téléphone. Si vous sentez que la tentation est toujours trop grande, bah enfermez votre téléphone dans un tiroir, hein, vraiment, ce sera drastique, mais ça marchera. Ou alors ouais, autorisez-vous, je vais sur mon téléphone juste une demi-heure et je mets une limite qui me met une alarme ou je sais pas. Mais moi je trouve pas ça si dur de me déconnecter. Je pense qu'il faut commencer à le faire petit à petit et après ça devient beaucoup plus naturel. Et quel est le souvenir le plus fou du souffle des mots? Oh, c'est hyper dur. En vrai je pense que le plus beau souvenir que j'ai là actuellement, c'est mon événement pour les 10 ans du souffle des mots et les 100 000 abonnés du souffle des mots, où j'ai réuni plein d'amis, plein de personnes du monde du livre, plein de bookstagrammeurs, booktubeurs, booktokers, etc. Et qu'on était vraiment tous entre nous. Et en fait j'ai vécu un trop bel événement. J'ai l'impression que c'était vraiment général, que tout le monde a passé un bon moment, je l'espère. Et en fait j'étais très fière de moi ce jour-là, de me dire voilà, tout ça c'est, ce parcours il est trop bien, il est fou en vrai. En vrai mon parcours je le trouve fou et je suis très fière de moi, même si bon bah des fois c'est très compliqué de gérer tout ça, mais ça n'empêche pas que je suis très fière et que bah du coup cette soirée c'était un peu la concrétisation un peu de tout ça, et le fait de fêter tout ça, bah ça m'a beaucoup plu. The question, peux-tu nous donner des indices sur ton projet secret? Je ne sais pas. Je peux vous mettre 2 emojis indices. Un emoji indice pour ouais non mais ça va trop vous spoiler. De toute façon je vais discuter avec Inès des emojis indices à mettre. Donc ça c'est l'emoji indice pour mon projet professionnel et ça c'est l'emoji indice pour mon projet personnel, et je n'en dirai pas plus. En vrai si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous aurez peut-être d'autres indices disséminés. Je suis mystérieuse. Je fais un petit changement de plan pour que nous passions à la partie lecture. Donc c'est parti. Désolée hein, cette FAQ est évidemment trop longue comme d'habitude. Alors que penses-tu des lectures qui sont en tendance sur Booktube, Bookstagram? Valent-elles le coup? Très bonne question pour commencer cette partie je trouve, parce que oui il y a plein de lectures qui sont tendance. Avec TikTok d'ailleurs ça a vraiment d'autant plus émergé. Par exemple la romance c'est juste la folie maintenant. Valent-elles le coup? Bah écoutez, je pense qu'on ne peut pas juger un livre sans l'avoir lu. Donc moi qui suis-je pour juger les livres que je n'ai pas lus? Personne. Donc pour le coup j'ai pu des fois tester des livres de la hype et tout. En fait je pense qu'il y a vraiment des livres qui méritent complètement leur hype et d'autres pas du tout. Par exemple le cas de Colleen Hoover, moi j'ai récemment découvert Colleen Hoover et pour l'instant j'aime pas du tout. Faudra que j'en lise un autre d'elle, mais est-ce qu'elle mérite la hype? À mes yeux pas forcément, mais si d'autres gens aiment, bah pour moi le principal c'est que des lecteurs et des lectrices trouvent les livres qui leur plaisent, et si c'est le cas tant mieux. Après évidemment oui ça peut questionner, on se dit oui bon la différence entre un livre qui est très littérature et un livre qui est moins littérature, mais encore une fois, où sont les limites dans ce message là? Moi je pense que c'est très élitiste justement de distinguer différentes littératures qui finalement sont les mêmes. Donc écoutez, chacun son avis, chacun ses lectures, pas de jugement sur les autres. Du moment qu'on lit déjà, c'est une activité qui est loin de son téléphone et c'est très bien. Est-ce que Audrey tu te forces parfois à lire afin d'avoir du contenu pour tes vidéos? Oui et non. On peut dire que je me force parce que des fois si je pouvais je travaillerais au lieu de lire le matin par exemple ou quoi. Mais je pense que c'est un forçage qui est positif parce que le fait que je me force me permet d'avoir des moments de lecture dans mes journées. Parfois si je me forçais pas je ne lirais pas, et pour le coup ça serait du temps qui serait plus du temps passé perdu sur Instagram à scroller, ou du temps où je travaillerais beaucoup plus dans la journée. Donc pour moi me forcer à lire n'est jamais un défaut. Mais bon c'est
pas toujours agréable si c'est tout le temps, mais là pour le coup c'est pas tout le temps. Est-ce que tu perds parfois le plaisir de lire? Non, j'ai la chance que ça me soit presque jamais arrivé. Quand j'ai une panne de lecture, je perds pas le plaisir de lire, juste j'ai pas l'envie sur le moment, mais j'ai jamais perdu ce plaisir là, franchement jamais. Comment tu faisais pour trouver le temps de lire durant tes études et tes cours? Écoutez, il y avait toujours, enfin je pense que quand on est étudiant et tout, oui bien sûr on étudie beaucoup, mais franchement, je connais très peu de gens qui font que ça du matin au soir sans aucune pause. Et vraiment, si vous faites ça, je vous admire, mais je ne sais pas comment vous faites. Donc pour le coup, il y a toujours un petit moment où c'est important de décrocher un petit peu de son travail, de ses études, de ses cours, et de lire, même si c'est juste 15 minutes. Donc vraiment, dans ces cas-là, moi je vous conseille de vous garder, enfin limite de vous mettre une alarme en mode si ça vous stresse de passer trop de temps à lire et de perdre du temps d'études, bah mettez une petite alarme en mode bah voilà, je lis pendant 20 minutes par jour, mais au moins je lis et je m'évade un petit peu du quotidien qui est franchement pas toujours fun hein, quand on passe son temps à réviser, je pense. Penses-tu te familiariser avec la romance? Très bonne question, parce que c'est vrai qu'en 2023 j'ai lu pas mal de romances, mais me familiariser oui, c'est-à-dire que je pense que je découvre que des romances sont bien plus riches et intéressantes que mes préjugés que je pouvais avoir. Après j'en lirai pas tout le temps parce que pour moi il y a quand même des schémas qui finissent par se répéter et je trouve ça lassant en fait, mais tout comme je ne lirai pas des thrillers tout le temps, tout comme en fait pour moi c'est important de lire un peu de tous les genres justement pour ne pas se lasser de nos lectures. Mais oui, je pense que je me suis familiarisée en 2023 avec la romance et que c'est un genre qui m'a surprise dans le bon sens du terme. Et je sais que je lirai d'autres romances cette année, je ne lirai pas que ça, mais j'en lirai d'autres parce que ça m'intéresse pas mal et que certaines sont extrêmement bien écrites et absolument géniales. Qu'est-ce que tu attends le plus quand tu commences un nouveau livre? Je pense que ce que j'attends le plus dès le début, c'est d'être happée par l'histoire. Il y a des livres qui vont me happer en quelques pages, d'autres ça va prendre plus de temps. Ça veut pas dire que si ça prend plus de temps c'est nul, mais c'est vrai que dès qu'un livre me happe dès le début, en général, c'est bon signe pour la suite de ma lecture. Est-ce que ça t'arrive qu'à la relecture d'un livre ou d'une saga, ton opinion change drastiquement dessus? Pour le coup, j'ai relu pas mal de livres dans ma vie. J'ai jamais été drastique en mode oulala mais c'est nul en fait, sauf sur des livres que j'ai pu relire et où je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas mal problématique et que je les ai lus très jeune et que je m'en rendais pas compte à l'époque. Mais sinon en général, quand c'est vraiment des gros coups de cœur, non, j'ai jamais été déçue en relisant un livre et je me suis jamais dit oulala mais j'avais des goûts de merde avant hein. Jamais. Est-ce que tu es toujours la même lectrice que la Audrey d'il y a 10 ans? Clairement pas, j'ai vraiment beaucoup changé. Déjà maintenant c'est mon métier, donc évidemment mon rapport à la lecture il diffère un peu. Je lis différemment, je lis pas au même moment. Avant j'étais lycéenne, ensuite j'étais étudiante, donc vraiment ça change du tout au tout. Mais par contre je suis toujours aussi passionnée par la lecture, ça n'a pas changé. Et je pense que mes habitudes de lecture elles ont évolué, mais elles restent quand même un peu les mêmes sur le fait de toujours avoir un livre sur soi, de m'obliger à lire tous les jours parce que c'est important et que ça me fait avancer dans mes lectures. Ça ne change pas. Je pense que je suis juste un petit peu plus comment dire, maintenant que c'est mon travail, je suis un peu plus ordonnée dans mes lectures et organisée parce que je n'ai pas le choix en fait tout simplement. Quelle est la référence de ta belle bibliothèque? Eh bien mes bibliothèques ce sont des Billy de chez Ikea et je les adore, elles sont très chouettes, je vous les recommande si vous connaissez pas les Billy parce qu'elles sont très solides je trouve niveau qualité-prix. Pour le coup je les ai achetées à une époque où elles étaient vraiment pas chères, là avec l'inflation ça a augmenté de ouf, mais à l'époque vraiment les Billy c'était donné limite hein, tellement c'était pas cher. Maintenant c'est un petit peu plus cher quand même. Quel livre savez-vous qu'il vous fera forcément sortir d'une panne de lecture? Pour le coup pour moi c'est les relectures en général et la BD Lou de Julien Nil évidemment me sortira d'une panne de lecture et les romans Harry Potter aussi. Je sais que ça a pu m'arriver de les relire un petit peu quand j'étais en panne de lecture et tout de suite ça te redonne envie de lire en fait, c'est magique. C'est magique comme Harry Potter. Auteur ou autrice où tu achètes directement le livre sans même regarder le résumé? Il y en a, enfin si, il y en a pas mal en vrai. Anne-Laure Bondou c'est le cas, Clémentine Beauvais c'est le cas aussi, qui d'autre? Kat Clark c'est le cas aussi, mais bon là ça fait un moment qu'elle a pas sorti de livre. Ouais, c'est les premiers noms qui me viennent en tête, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres évidemment. Conseil quand on n'arrive pas à se remettre à lire, je lisais beaucoup un temps mais j'y arrive plus. Écoutez, vraiment les pannes de lecture tout ça c'est normal. J'ai fait plein de vidéos sur comment sortir d'une panne de lecture. Je pense que malheureusement il faut quand même toujours un peu se forcer pour refaire entrer l'habitude dans votre quotidien, sinon ça marchera pas. Mais voilà, il y a d'autres techniques que j'ai pu présenter dans des vidéos, donc vraiment pour moi il faut se forcer, même si c'est pas agréable des fois, et parfois faut revenir à la lecture de romans par la lecture de manga et de BD par exemple. Ça peut être un bon moyen aussi de se remettre à lire des romans si c'est ça qui vous manque. Le livre que tu attends le plus en 2024, j'ai méga hâte de lire le roman de Clara Hérault. Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été je crois si je dis pas de bêtises, j'ai trop hâte. Mais vraiment Clara Hérault c'est devenu mon autrice fave, enfin je l'adore aussi en tant que personne hein. Mais vraiment niveau livre elle sort des pépites, donc franchement je suis hyper impatiente de lire celui-ci qui va en plus se passer en été et tout, donc j'adore. Lire livre d'été comme ça c'est trop hâte, trop hâte. Et quel est le livre qui t'a le plus touché en 2023? Justement, Nos plus belles années de Clara Hérault. Écoutez, on dirait que cette vidéo est une ode à Clara, mais vraiment c'est sincère.
Comment ça va avec le défi mardi poésie? J'ai un peu honte parce que j'ai clairement abandonné mon défi puisque en fait j'arrivais pas à lire précisément le mardi, j'arrive pas à lire un livre entre deux livres, donc c'est compliqué. Écoutez, je vais y travailler à ce défi, mais pour l'instant il est un peu en stand-by de mon côté, mais je sais que ça a pu en motiver pas mal d'entre vous à lire de la poésie et ça c'est le principal. Si franchement ça a pu marcher dans ce sens là, je trouve que c'est tout bénef déjà. Combien de livres as-tu dans ta bibliothèque maintenant? On veut le nombre exact. Écoutez les cocos, je ne vais pas pouvoir vous donner le nombre exact, c'est impossible, là j'ai pas le temps, mais ça pourrait être l'objet d'une vidéo et de toute façon il faut que je continue à trier mes livres parce que là je sens que je suis oppressée par le nombre de livres que j'ai dans ma pile à lire, donc il faut encore que je retrie alors que j'ai déjà fait un tri récemment et que j'ai là en haut dans mon appart j'ai 100 livres qui attendent d'être vendus sur Vinted pour vous et la vente arrivera bientôt dès que j'aurai le temps de m'y consacrer, pas tout de suite donc. Combien de livres lis-tu par semaine, par mois, par année environ? Alors l'année dernière j'ai lu 65 livres je crois, 65 romans pardon et une centaine de livres si on compte les BD et les mangas, donc ça veut dire que je lis entre 1 et 2 romans par semaine, donc voilà mon rythme c'est à peu près ça. Ça va varier, hein. Il y a des semaines où je vais en lire 3 mais c'est quand même rare. Je pense que 2 livres par semaine, 2 romans par semaine, on est sur une bonne moyenne de mon côté en tout cas. Et enfin, est-ce que tu as un journal de lecture? Alors je consigne mes livres dans un carnet, mais il est vrai que j'ai pas un journal de lecture spécifique, j'ai juste une liste avec mes livres et tout, mais il se pourrait qu'un de mes projets, en fait je me rends compte que j'ai 3 projets secrets en fait, pas 2, 3. Il se pourrait qu'un de mes projets secrets soit en lien avec ça, mais vous saurez ça très vite et en plus pour le coup ça c'est prévu pour mars, donc j'en dis pas plus, mais mars, retenez ça. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer en mars. Dernier changement de plan pour passer à la partie des questions plutôt perso, tout ça. Première question, est-ce que tu as d'autres passions que la lecture? Pas autant, pas aussi prenante en tout cas, mais par contre j'ai plein de passions, enfin d'activités qui me passionnent quand même. J'adore le sport, maintenant je fais du footing, j'adore courir, mais j'adore faire du sport à la maison aussi, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien et je pense que c'est quand même un côté un peu passion parce que je pourrais pas m'en passer. J'adore cuisiner, ça c'est vraiment une passion aussi, je ne pourrais pas me passer de faire des bons petits plats, de tester de nouvelles recettes, etc. Et j'adore manger aussi. Ouais, manger c'est une de mes passions aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore réalisé et que tu souhaiterais faire? Je vous avoue que j'ai la grande chance d'avoir quand même pas mal de rêves qui ont été réalisés dans ma vie à seulement 26 ans, donc je suis très contente. Donc là comme ça je vois pas de nouveaux rêves très précis à part juste faire en sorte d'être heureuse, d'aller bien, d'avoir une belle famille plus tard dans ma vie parce que un jour j'aimerais avoir des enfants, etc. Une belle maison, un quotidien un peu parfait, mais rien n'est jamais parfait, il y a toujours des hauts et des bas dans une vie, donc franchement je me dis si j'ai la chance de pouvoir juste garder mon entourage bien aimé et le plus possible près de moi et ouais je pense que ça c'est un peu mon rêve en fait, c'est juste que ma vie continue d'être le plus possible idyllique comme elle l'est actuellement en tout cas. Est-ce que tu comptes prendre un deuxième chat? J'espère qu'Alaska ne m'a pas entendu lire cette question. Alors, j'aimerais beaucoup, mais Alaska est très exclusive. Elle s'entend vraiment avec aucun chat. Le peu de fois on a fait venir des chats ou elle croise des chats, elle est vraiment hyper méchante. Donc j'avoue que pour l'instant, c'est vraiment trop dur pour moi de me dire qu'on va lui imposer un deuxième chat et qu'elle sera peut-être hyper triste et tout. Donc pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais peut-être un jour en vrai, je sais pas. Ça pourrait arriver un jour. Peut-être un chien aussi, mais pas tout de suite, pas tout de suite. Et question, comment a été adoptée Alaska, achat au refuge? Alors pour le coup, moi, acheter un animal, c'est non. Alors, je sais que chez les chiens, c'est plus compliqué, mais vraiment pour les chats, pour moi, on n'achète pas un chat. Enfin vraiment, je me dis franchement, acheter un chat, je ne comprends pas. Après voilà, si vous l'avez fait, ok, soit. Mais moi je comprends pas, perso, je me dis, il y a tellement de chats abandonnés que je ne comprends pas qu'on puisse acheter un chat, 1000 € quoi, alors qu'il y a plein de petits chats qui attendent des familles, qui sont abandonnés, qui ne trouveront jamais de famille d'ailleurs. Ça me rend trop triste. Après, en effet, j'ai la chance d'avoir un très beau chat et on dirait que c'est un chat de race, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un chat de race et on l'a acheté dans un refuge. Et pour le coup, ça aurait pas été elle, ça aurait été un autre chat, peut-être moins beau, mais peu importe, ça aurait été notre chat d'amour quand même. Et bon là, j'avoue Alaska. Cœur sur Alaska. Est-ce que tu as l'intention de te faire tatouer et si oui qu'est-ce que tu ferais, ce serait quoi? Je sais pas, j'ai tellement la phobie des aiguilles que en fait j'aimerais bien dans l'idée me faire tatouer, mais déjà j'aurais trop peur de me lasser parce que je me connais et puis pour le coup j'ai tellement peur des aiguilles que pour l'instant ce n'est absolument pas d'actualité, mais ça arrivera peut-être un jour, je sais pas, ça serait un truc assez symbolique je pense, mais symbolique et en même temps qui soit assez vaste pour que si un jour la symbolique disparaisse, le tatouage ne soit pas complètement nul quoi, vous voyez ce que je veux dire? Une chanson coup de cœur à conseiller. Moi mon gros coup de cœur musical c'est les chansons Pause et Kiss de Eddie De Pretto et Iseult. Alors Kiss c'est ma préférée, vraiment pour l'instant aucune chanson n'a surpassé ces chansons là, donc si vous ne les avez pas écoutées, mais allez-y, vraiment pour moi c'est
c'est divin comme musique, c'est divin. Comment trouves-tu la vie en région parisienne? Écoutez, moi je me plais bien en région parisienne parce que ça me permet d'être vraiment à l'exact équilibre entre la vie parisienne, donc d'aller à Paris quand j'ai envie, d'aller à des événements, si j'ai envie de me passer une bonne journée de touriste, je vais à Paris, enfin bref, ça j'adore. Et en même temps, en étant en banlieue, bah je suis quand même un peu loin de tout ça, j'ai un peu plus de nature, un peu plus de côté petite ville et tout, et j'aime beaucoup cet équilibre là, ce qui fait que par exemple quand je vais aller faire un footing, je peux courir dans la nature, alors que si j'habitais à Paris, j'irais courir dans des parcs où il y a genre 1000 autres personnes qui ont eu la même idée que moi, et ça j'avoue ça me plairait pas. Donc je pense que j'aime beaucoup cet équilibre. Je me verrais pas habiter loin de Paris, absolument pas pour l'instant, parce que Paris c'est pratique en plus, je suis pas loin de pas mal de mes amis, il y a les trains qui vont un peu partout, enfin vraiment c'est trop pratique pour ça je trouve. Est-ce que tu aimerais déménager et avoir une collection de livres plus grande? Alors est-ce que j'aimerais déménager? Je suis nulle pour faire des indices, tout ça, bref. C'est pas grave. Prenez cette mimique et cette tête pour ce que vous voulez. Voilà. Mais est-ce que j'aimerais avoir une collection de livres plus grande? Pas forcément en vrai, hein. Ça me convient le nombre de livres que j'ai actuellement, hein. En vrai j'en ai déjà beaucoup. Après je me dis si j'avais plus de place pour les stocker, évidemment que j'aimerais peut-être en avoir plus. Mais pour l'instant ça me convient. Mais j'avoue que actuellement avec le nombre de livres que j'ai et l'état de l'appart, c'est-à-dire qu'il y a des livres absolument partout, je vous avoue que des fois je me sens un peu oppressée par le nombre de livres. C'est-à-dire que si je veux chercher un livre je galère à le retrouver parce qu'il y a des piles là-haut à l'étage de livres de partout et tout. Et c'est un peu, ouais, je me sens oppressée du nombre de livres, en mode je galère à trouver mes livres, je galère à les ranger, c'est pas beau, c'est pas, enfin c'est chiant. Donc j'avoue que avoir une nouvelle pièce bibliothèque serait un goal ultime, vraiment. Et peut-être que ce goal sera réalisé bientôt, peut-être pas. Qui sait? Quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui? Je sais pas. Bah en vrai le souffle des mots je pense que c'est ma plus grande fierté quand même. C'est ma plus grande fierté parce que je me dis que si à 15 ans on avait dit à Audrey écoute dans 10 ans t'en seras là, bah je pense que pour moi le côté fierté c'est de me dire que j'y aurais pas cru parce que ça m'aurait paru trop beau, trop grand, et je trouve ça trop beau en fait justement de me dire que bah en fait je rêvais pas si grand à l'époque, et du coup je suis hyper fière de tout ça. Franchement oui, c'est vraiment ma plus grande fierté je pense. Ce qu'on a pu créer ensemble vous et moi d'ailleurs, enfin je me dis c'est fou, c'est fou. Comment te vois-tu dans 10 ans? Écoutez, dans 10 ans, je pense que j'aurai des enfants. Je pense même qu'ils auront pas 0 mois, hein. Je pense que j'aurai des enfants depuis un moment quand même. Du coup, j'ai aucune idée. Alors, j'ai un projet, un des 3 projets, encore du suspense et des mystères, qui potentiellement bah, est un projet que j'espère voir perdurer d'ici 10 ans. Mais je peux pas en dire plus pour l'instant. Mais pour le coup, j'espère aussi que le souffle des mots existera toujours. Peut-être pas de la même manière, peut-être que ce sera différent sur les plateformes, sur les contenus, je ne sais pas. Mais dans l'idée, j'espère que vous partagez mes avis lecture sera toujours une petite partie de mon quotidien, on verra. Et d'ailleurs il y a une question un peu sur ça, en mode tu dis vouloir des enfants mais tu n'as pas peur de ne plus avoir de temps pour ton métier. Écoutez, comme je vous l'ai dit précédemment, mon métier j'essaye de vraiment garder une vraie limite entre travail et vie personnelle, ce que j'ai la chance de réussir à faire en tout cas, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas avoir d'enfants, je serais juste comme n'importe quelle autre travailleuse, juste bah voilà, mon enfant bah au bout de quelques mois, comme beaucoup de gens qui retournent au travail, bah moi je retournerai au travail même si c'est chez moi, et mon enfant bah il sera gardé je sais pas par une assistante maternelle, par une nounou, peu importe, mais il faudra que ce soit le cas parce que bah pour moi il faudra que la vie, enfin j'aurai la même vie que quelqu'un comme vous avez peut-être des enfants en fait, et je pense que vous avez votre équilibre quoi, et je trouverai le mien je pense. Ensuite, comment vas-tu? Très mimi comme question. Écoutez, ça va, je suis extrêmement stressée en ce moment, donc sur ce point là ça va bof, parce que j'ai vraiment beaucoup de stress au quotidien à cause de bah, mes 3 projets dont je vous ai parlé, plus le travail de manière générale, enfin bref, donc je suis hyper stressée, ça c'est un fait, ce qui fait que je dors bien mais je fais beaucoup de cauchemars, donc du coup le matin je me réveille jamais dans un très bon mood et tout, donc ça c'est un peu chiant, mais après dans les faits ça va quand même parce que y a plein de belles choses qui se concrétisent aussi. Je pense que faut que je passe le cap de la période un peu stressante pour pouvoir ensuite profiter des choses, mais après pour le coup ça va être stressant sur plusieurs mois là, donc c'est ça qui est un petit peu compliqué, mais bon écoutez, je m'estime heureuse quand même parce que enfin voilà, j'ai quand même beaucoup de chance dans mon quotidien, dans ma vie, et encore une fois je profite quand même. Mais là je vous avoue j'ai qu'une hâte, c'est de partir en voyage de noces avec mon amoureux, puisque notre voyage de noces c'est en février, et ça va être trop bien de déconnecter de tout et de laisser les problèmes à l'aéroport, et hop, basta, adios, on se retrouve dans 3 semaines. J'ai hâte, vraiment très hâte. Est-ce que tu as toujours des projets d'écriture? Écoutez, oui et non. Oui parce que dans l'idée c'est toujours je pense un rêve qui restera un peu au fond de moi. Non dans le sens où j'ai toujours pas le temps en fait, hein, ça c'est une certitude. Mais ça reste oui un projet qui est un petit peu là quoi. Et pour le coup on verra. Après je me dis toujours qu'avec mon métier je sais que malheureusement et heureusement j'aurais potentiellement plus de chances de me faire éditer. Mais en même temps j'aimerais bien être éditée pour mon talent et pas pour mon audience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me dis peut-être que ça sera dans 20 ans que je sortirai un livre et peut-être que vous me connaîtrez plus d'ici là. Qui sait? Mais j'espère pas en vrai, j'espère que vous vous souviendrez un petit peu de moi.
si je disparais des réseaux un jour. C'est horrible de dire ça en fait, je suis hyper narcissique, non? Ensuite, comment tu imagines ta vie si tu n'étais jamais devenue lectrice? Bah en fait c'est tout bonnement impossible parce que si je ne lisais pas, ma vie serait mais drastiquement différente. Enfin il y aurait rien de similaire. Pour le coup, il y a une question qui y ressemble un peu. Si tu n'avais pas été booktubeuse, quel métier aurais-tu fait? Alors si j'avais pas été booktubeuse mais que je lisais quand même du coup, j'aurais travaillé dans une maison d'édition en mode community manager, relations presse, relations libraires, événementielles. Ça c'est sûr, c'est un métier que j'aurais adoré faire. Donc pour le coup, si j'avais pas le souffle des mots, je pense que je travaillerais quand même en maison d'édition. Par contre, quel métier je voulais faire plus jeune et est-ce que c'était en lien avec la lecture? Non, à l'époque je voulais être vétérinaire. Donc du coup si on reprend la première question en mode bah quelle aurait été ta vie sans être lectrice? Ça se trouve j'aurais été vétérinaire, mais j'aurais quand même été lectrice. Je ne me vois pas lectrice, ce n'est pas possible. Sans le souffle des mots, je ne serais déjà pas la personne que je suis aujourd'hui. Bah alors si je lisais pas, clairement... Franchement les gens qui lisent pas je pense qu'ils perdent vraiment beaucoup parce que la lecture c'est tellement enrichissant, ça ouvre tellement l'esprit sur plein de choses, enfin pour moi ça a tellement de bienfaits la lecture que je me dis heureusement que je suis lectrice quoi, hein, vraiment. Et dernière question, qu'est-ce que j'ai fait comme études? Sachez que j'ai une playlist entière sur mes études, du coup je vous redis rapidement, j'ai fait un bac S, une licence lettres modernes, une licence pro édition et commerce du livre et un master commercialisation du livre, mais je vous laisse aller voir la playlist dédiée si vous avez besoin d'en savoir plus sur mes études. Et voilà pour cette vidéo foire aux questions. Je suis désolée, je pense qu'elle dure, enfin je suis désolée Inès déjà pour le montage et je suis désolée pour vous parce que ça doit être très long, mais en même temps écoutez c'est vous qui m'avez posé plein de questions donc c'est pas ma faute hein. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire bah voilà si vous avez appris des nouvelles choses, si vous voulez rebondir sur certaines choses que j'ai dit pendant la vidéo, n'hésitez pas. Écoutez, cette année j'ai la résolution de davantage répondre à vos commentaires sur YouTube donc j'essaye de m'y tenir et donc bah laissez un commentaire et vous verrez si je m'y tiens ou pas. Je réponds ou au moins je like, mais j'essaye juste de d'interagir avec les commentaires parce que c'est un peu la base de YouTube aussi quand même. Bref, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez de très belles lectures d'ici là et merci d'avoir regardé celle-ci. Bisous.